Bonjour tout le monde, bon midi à tous. C'est la première journée de la semaine du télétravail. Nous en sommes déjà à notre deuxième conférence, donc c'est moi qui ai l'honneur d'animer la journée d'aujourd'hui. Mon nom est Olga Belkin, je suis directrice de compte avec 2C2B Coworking qui se fait l'honneur de présenter cet événement avec Coworking Rive-Sud, Télétravail Québec ainsi que Coworking Québec, qu'on remercie pour leur fabuleuse implication dans cette initiative de la semaine du télétravail. Mais écoutez, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce midi. Merci d'être là. J'espère que la connexion n'a pas été trop difficile pour vous. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont déjà là, qui étaient présentes ce matin. Donc, j'imagine que là, vous êtes rendus des pros avec une deuxième conférence consécutive comme ceci sur Zoho Backstage, qui est notre hôte technologique pour cette semaine et qu'on remercie évidemment. Donc, je vais tout doucement commencer plonger dans la présentation. J'attends encore ma collègue et ma partenaire pour la présentation d'aujourd'hui, qui est Cassie Baillargeon. Donc, Cassie Baillargeon est donc directrice générale et cofondatrice de 2C2B Coworking. Et ce qu'on se propose de discuter avec vous aujourd'hui, c'est l'enjeu du télétravail pour les grandes entreprises, ainsi que les solutions qui peuvent se proposer. Et puis, étant donné que nous-mêmes, nous ne sommes pas une grande entreprise, mais nous avons beaucoup exploré les besoins des entreprises, des grandes organisations qui considèrent le télétravail ou qui pratiquent le télétravail déjà et qui le contrôlent d'une certaine façon ou d'une autre, qui recherchent des alternatives au fait d'être tout simplement à la maison à temps plein. Donc, on l'a dit ce matin durant la conférence de Luc Lapointe, qui était notre spécialiste universitaire, un chercheur, un conférencier qui nous a préparé ce matin une formidable session sur le télétravail et ses enjeux. Donc, la session va être disponible donc en rediffusion sur la plateforme de la semaine du télétravail. Alors, quand vous allez sur la plateforme, qui est l'unique lien pour accéder à l'événement pendant toute la semaine, c'est très pratique, tout ce que vous avez à faire, c'est aller regarder les kiosques des exposants. Donc, il y a des exposants, chacun des partenaires a un kiosque. Et dans le kiosque de Télétravail Québec, avant la fin de la journée, nous allons avoir un lien vers la rediffusion de l'événement de ce matin et de l'événement qui se passe en ce moment. Et ce sera comme ceci durant l'ensemble de la semaine. Donc, les événements sont diffusés en direct. Merci d'être là si vous êtes là en live. Mais pour les personnes qui auront manqué la session de ce matin, par exemple, avec Luc, eh bien, vous pourrez assister à une rediffusion. Donc, je pense qu'on va mettre l'essentiel donc de la présentation de ce matin. Comme ça, vous n'aurez rien manqué, même si vous avez rejoint la session un peu plus tard. Donc, pour ajouter aussi à ceci, je vous invite à diffuser l'événement le plus possible, dans le sens que même si quelqu'un rejoint la session mercredi ou jeudi, cette personne-là aura encore accès aux événements de lundi, mardi et puis des autres journées subséquentes, tout simplement parce que les événements sont enregistrés et déposés de façon exclusive sur la plateforme Semaine du télétravail où vous vous trouvez en ce moment. Donc, écoutez, je pense que sans plus tarder, nous allons tout doucement commencer la présentation. Ce qu'on a dit beaucoup ce matin, c'est que le télétravail, c'est une réalité complexe, une réalité qui soulève des enjeux autant pour les grandes entreprises que pour les solopreneurs ou les petites et moyennes équipes. Et puis, tout simplement, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les télétravail qui recherchent des alternatives. On se retrouve avec Cassie Baillargeon qui vient presque d'arriver et de redisparaître, mais c'est pas grave. Elle va venir nous rejoindre à un moment donné. Bonjour Cassie.
Cassie? Allô, bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, tu nous rejoins avec le son uniquement, c'est bien ça? Ouais, malheureusement, ma caméra ne fonctionne pas sur mon ordinateur et on ne peut pas se connecter via un iPad ou un téléphone cellulaire. Donc, malheureusement, malgré mes nombreuses tentatives, je ne peux pas. Vous n'allez pas pouvoir me voir. C'est pas grave, on voit ta belle photo, il n'y a aucun problème. Évidemment, Cassie, vous pouvez aller lui parler sur LinkedIn. Elle est toujours très active, tout comme moi. Tout comme la plupart de nos participants, comme Luc ce matin, et évidemment les fondateurs de Télétravail Québec et Coworking Québec, Yann-Patrick Thibault et José Leclerc, désolé. Et donc, écoutez, on va commencer notre présentation. Alors là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de nous accompagner dans 2 histoires. Ces histoires-là, ce sont les histoires des vraies histoires, donc de clients ou de grandes entreprises qui ont eu à faire face à des enjeux de télétravail. Et il y a 2 sortes d'enjeux qui ont été rencontrés et résolus, des enjeux financiers, des enjeux de pied carré, donc quelque chose de très concret, de très vivant, et puis des enjeux RH. Donc, pour les grandes entreprises, c'est les 2 gros aspects que nous avons décelés quand on a fait nos études, quand on a fait nos différentes prospections. Beaucoup d'entreprises qu'on a rencontrés en réseautage ou prospection LinkedIn, etc., nous ont parlé de ces 2 enjeux-là. On va également vous aborder quelques mythes qui peuvent affecter l'image du tiers-lieu en télétravail. Donc, que ce soit le coworking ou donc simplement travailler ailleurs qu'au bureau ou à la maison. Donc, c'est ça qu'on appelle le tiers-lieu. Alors, le tiers-lieu qu'on aborde aujourd'hui, par notre expérience professionnelle, par notre expertise et l'exemple concret des entreprises qui sont chez nous, c'est donc celui du coworking. Donc, voilà. Écoutez, on va commencer, on va plonger, tout simplement. Donc, l'objectif du jour, c'est vraiment de cerner les enjeux des grandes entreprises. J'ai déjà commencé à le faire un petit peu. On va présenter 2 études de cas réels, donc avec des chiffres, avec des besoins concrets, des enjeux concrets de vraies entreprises. Et puis, on va essayer de voir comment on a pu résoudre la chose avec les outils que nous avions à notre disposition. Évidemment, ça ne tient pas de la science infuse, mais de l'expérience concrète de 2023. C'est ça qu'on fait en 2023 au Québec pour résoudre ce genre d'enjeu. Et puis, moi, je veux vous entendre dans les commentaires. On en a déjà jasé un petit peu ce matin. Pour vous, qu'est-ce que les enjeux du télétravail? C'est quoi le problème pour vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Vous êtes ici parce que vous êtes curieux, vous voulez vous éduquer, mais pour vos équipes, pour vous personnellement, pour vos gestionnaires, c'est quoi les enjeux du télétravail? Et c'est quoi les outils que vous cherchez pour essayer de faciliter la chose? Donc, maintenant, si on continue, on va commencer par se présenter déjà. Ce serait pas une mauvaise idée. Alors, moi, c'est Olga Belkin. Je suis avec 2C2B Coworking depuis 3 ans. Je suis directrice des comptes majeurs. Donc, c'est moi qui suis le point de contact des gros comptes qui nous appellent, qui nous écrivent pour trouver des solutions. Et souvent, s'ils viennent vers nous, c'est qu'ils ont déjà considéré que le coworking ou des bureaux partagés, privés, semi-privés, pourrait être une option. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mythes à démonter encore sur comment le coworking ou le tiers-lieu, donc le lieu alternatif, le lieu de travail alternatif, peuvent apporter une solution à leurs enjeux. Cassie, je vais te laisser te présenter. Oui, bien sûr. Donc, moi, Cassie Baillargeon, je suis la cofondatrice de 2C2B Coworking. Alors, j'ai cofondé 2C2B Coworking avec mon conjoint en 2000. Ça a commencé en 2018, mais on a vu le jour officiellement en 2019. Puis, ça n'était pas une carrière
qui était envisagé au début, mais je suis tombée complètement en amour avec le domaine du coworking. Puis, en fait, c'est avec vraiment la pandémie et l'accélération des pratiques flexibles qui fait en sorte que de plus en plus, et la technologie, bien sûr, je pense que les grandes entreprises, ils ont tout à fait leur place dans les Merci, espaces Cassie. Donc, j'aimerais signaler que Cassie est également, en fait, elle détient une maîtrise en ergothérapie et elle a pratiqué dans le domaine de la santé, y compris la santé des travailleurs pendant plusieurs années. Et c'est elle que vous rejoindrez également mercredi matin pour une session sur la santé en télétravail, les enjeux de santé physique et mentale en télétravail. Donc, c'est un rendez-vous 8h30 mercredi. Alors, si on continue, donc, Cassie l'a mentionné, nous avions un premier espace 2019, juste pour vous donner une petite idée. Ensuite, la COVID est arrivée 2020. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme, mais on rouvre très rapidement dès juin 2020 et on ouvre avec des bureaux pleins. Le coworking a démarré avec la pandémie. On n'a jamais été aussi en demande. C'est ce qui nous a permis de créer un projet, le plus gros projet de coworking à l'extérieur de Montréal. Donc, à Mascouche, nous avons un énorme bâtiment de coworking qui a été construit, qui est en opération depuis mars de cette année. Et puis, il s'agit d'un bâtiment accessible, parce qu'on s'entend qu'en 2023, le bureau, il doit être proche. Le télétravail, c'est travailler de la maison, mais ça fait 2020. En 2023, télétravail, ça rime avec travailler proche de la maison. Donc, c'est un service de proximité. Et déjà là, je pense que pour les grandes entreprises, il faut comprendre que le bureau chef au centre-ville pourrait peut-être générer moins d'enthousiasme qu'un bureau décentralisé proche des employés. Donc, évidemment, il y a plusieurs enjeux qui sont rattachés à ceci, dans le sens que les employés peuvent être éparpillés géographiquement, et là, on se retrouve à télétravailler, donc travailler à distance exclusivement, mais il reste que si jamais l'employé n'est pas heureux à 100% et satisfait du télétravail, la motivation est en baisse, la productivité est en baisse. Là, on va aller chercher une solution de bureau, non pas au centre-ville, mais une solution de bureau proche de l'employé. La proximité est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, la décentralisation, c'est le futur du bureau. Nous avons choisi de créer 2 bureaux sur la rive nord, donc de façon éclatée à partir donc comparé au centre-ville. Donc, on n'est pas implanté dans la métropole, mais proche des employés qui habitent plus loin, décentralisés. Nos objectifs, notre why à nous, c'est qu'on veut déjà être proche des employés, réduire le navettage et surtout créer un tiers-lieu de qualité, non pas le café du coin, non pas la bibliothèque où on se fait déranger, c'est moins confidentiel, mais vraiment un espace professionnel, un environnement professionnel qui est destiné pour les grandes entreprises. Donc, ça peut prendre la forme d'un bureau satellite en coworking ou pas en coworking. Ça peut être une utilisation à la carte, c'est-à-dire que les grandes entreprises vont venir s'installer une journée dans une salle de conférence, peut-être un bureau pour une dizaine d'employés pour la journée, pour la semaine. Et évidemment, il y a les événements annuels, que ce soit les lacs à l'épaule, que ce soit des grands 5 à 7. Nous avons maintenant un espace événementiel qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Et c'est sûr que là, ça parle à la grande entreprise qui va aller chercher à se réunir de façon annuelle ou trimestrielle. Si vous recherchez des informations sur l'utilisation à la carte, j'ai mon collègue Yann Patrick qui va présenter une étude de cas, je pense, jeudi prochain. Il va falloir confirmer dans l'horaire, qui va vraiment porter sur comment une PME qui n'a pas de bureau spécifique, comment cette PME-là peut aller chercher son compte dans un espace de travail partagé, vraiment avec une utilisation à la carte. Donc, je vous invite à aller consulter cette session également. Donc, là, on est rendu en 2023 et le coworking, je vous le dis, ça pogne.
un très, très gros taux d'occupation chez nous. Pourquoi? Eh bien, parce que le coworking, c'est un phénomène global et c'est le phénomène du futur. Alors ici, vous avez un formidable graphique. Moi, j'adore les graphiques. Je vais vous en montrer quelques-uns. Le marché global du bureau flexible en tant que tel est en grande, grande expansion. Et vous voyez qu'il s'agit même d'une projection vers le futur un petit peu. C'est une projection qui va se réaliser. Alors, une petite nuance ici, pour les grandes entreprises et les grandes organisations, c'est important. Le bureau flexible, ce n'est pas seulement le coworking. Le bureau flexible en tant que tel, c'est un bureau où les pieds carrés sont multifonctionnels, multi-usages. Donc, ça veut dire qu'à la place d'avoir un étage de cubicules assigné un cubicule par personne ou même un bureau par personne, vous allez avoir des bureaux rotatifs. Donc, il y a des bureaux qui sont partagés par Jacques lundi, mardi, mercredi et Marie va prendre le même bureau jeudi et vendredi. Parfois, ils seront dans le bureau à deux, parfois, ils vont être en alternance. Évidemment, c'est aussi des salles de réunion qui peuvent être converties d'une salle de réunion à une salle de formation, à un bureau privé, dépendamment. Et puis, évidemment, il y a les espaces communs qu'il ne faut pas négliger. Et ça, c'est autant pour les grandes entreprises que pour les petites. Les espaces communs sont tellement versatiles, mais on va sous-estimer très, très souvent le potentiel. Alors, un lounge peut servir d'un espace de 5 à 7, d'un espace de dîner, d'un espace de réunion informelle, d'un espace également pour les rencontres clients informelles. Tout ceci pour dire que dans le bureau flexible, il y a beaucoup, beaucoup de concepts différents qui vont s'imbriquer, s'ajuster ensemble et ça va créer toute une dynamique spatiale, donc logistique quasiment, où l'entreprise va s'installer, le personnel va s'installer et se l'approprier pour aller créer quelque chose de très intéressant en termes de synergie avec l'espace. Donc, comment on utilise l'espace? L'espace va devenir un partenaire de la productivité à part entière. Donc, si je continue un petit peu, effectivement, donc on vous l'a dit, le bureau flexible s'agrandit. Ce que vous avez ici, simplement, dans le passé, même en 2019, avant la pandémie, le bureau soi-disant traditionnel, le bureau conventionnel, donc du 1 pour 1, un poste de travail pour un employé, des espaces à usage fixe, c'est quelque chose qui est là en majorité, mais dès la donc on a une projection vers 2030 où on est rendu à moitié-moitié. Donc, le bureau flexible va s'imposer de plus en plus, que ce soit des coworking ou simplement des bureaux qui appartiennent exclusivement à l'entreprise, mais qui sont simplement configurés de manière flexible. Si je peux ajouter, Olga, au Québec, nos pratiques de travail sont en retard. Là, si on évalue la situation mondiale là, versus justement le taux d'espace flexible, principalement en banlieue et en région. Ici au Québec, c'est très, très, très extrêmement faible. Tandis que si on regarde ailleurs, partout, même en Amérique, on regarde en Europe, en Asie, il y a des espaces flexibles, des coworking partout, et il peut y avoir plusieurs espaces coworking dans les mêmes villes. Donc ici, là, on est à moins de 1% du marché qui est attribuable aux espaces flexibles quand on regarde là, les banlieues et même si on ajoute à ça le centre-ville. Donc, on a beaucoup, beaucoup de place encore. Les tours à bureaux, les espaces commerciaux sont en train de... Les usages sont en train de changer. On est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire avec du pied carré qu'on a de trop. En ce moment, on est en pleine métamorphose, on est en post-pandémie, donc ça va prendre encore plusieurs années pour se stabiliser selon moi. Oui, tu as tout à fait raison, Cassie. Je pense que j'avais une slide là-dessus un peu plus tard. Ici, au Québec, on peut le dire de façon claire et nette que nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Mondialement, le bureau flexible est, disons, propulsé par les grandes entreprises. Donc, c'est des grandes entreprises qui vont se construire des bureaux de luxe avec des lounges, avec des espaces multifonctionnels, des bureaux partagés.
Et évidemment, c'est les mêmes entreprises qui vont s'installer dans des espaces de travail partagés, donc des coworking. Au Québec, quand on se dit « est-ce que je vais dans un coworking », il y a plusieurs mythes qui vont être liés à ça. Donc, pour les grandes entreprises, c'est une slide que Cassie a je t'ai volé, le punch. Mais je pense aussi, c'est au Québec, probablement parce que c'est arrivé un petit peu plus tard, puis on est justement là, quelques années en retard sur la nouvelle tendance là, des espaces flexibles. Je pense que, est-ce qu'on est une population qui est plus difficile au changement ou qu'on est bien dans notre confort actuel? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que les gens, ils ont vraiment, de façon générale, une mauvaise compréhension de qu'est-ce que le coworking. Là, on parle beaucoup des grandes entreprises, mais autant les PME, ça peut s'appliquer, les travailleurs autonomes, les gens, ils ont des mauvaises... il reste encore une grosse job de démocratisation, je pense, de qu'est-ce que le coworking. C'est anglophone, qu'est-ce que ça mange en hiver du coworking. Oui, on gagne en popularité, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, je crois, surtout quand on sort des grands centres-villes. C'est à cette... Nous, c'est vraiment à cette clientèle-là c'est ça qu'on veut développer. Fait que ça nous donne encore plus de fil à retordre à bien faire connaître le concept et à montrer tous les avantages, parce que tous les inconvénients peuvent être transformés en avantages, selon moi. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je dirais pas que nous sommes une population en retard. Je dirais peut-être qu'on est une population qui est très prudente. Et c'est une qualité d'être prudent. Oui. Mais des fois, quand on veut innover, quand on veut tester des modèles, quand on veut peut-être réduire des coûts, quand on veut aller chercher du point de vue de l'innovation RH, parfois, ça peut passer par le bureau flexible et ce n'est pas une option à négliger. Donc, les mythes à éviter pour les grandes entreprises, et ça, on en a eu beaucoup, ce n'est pas confidentiel. Alors, le coworking, les bureaux partagés ne sont pas confidentiels. L'enjeu ici, évidemment, c'est que, bon, le bureau flexible va souvent contenir des espaces fermés, insonorisés, verrouillables, sécurisés, surveillés par caméra. Donc, des bureaux privés, tout simplement. Des bureaux qui sont personnalisables également. Donc, en fait, une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, qui s'installe dans un bureau partagé, que ce bureau-là ait 2 postes ou 10 postes, parce qu'on s'entend qu'on peut avoir une aire ouverte privée pour une entreprise, ben, cet espace-là lui appartient au même titre, que si c'était un bureau privé dans un bureau traditionnel. Modèle traditionnel. Exactement. Voilà, exactement. Une des phrases que j'ai souvent de la clientèle, des nouveaux qui sont curieux, qui veulent savoir qu'est-ce que le coworking, je me fais souvent dire moi, je veux vraiment que ça soit privé, là, qu'il n'y a personne qui rentre dans mon bureau. Mais c'est tout à fait légitime. Là. Les gens ont leur propre bureau privé. Dans le fond, le concept qu'on essaie d'intégrer, c'est vraiment vous partager des aires communes pour réduire des coûts et avoir en fait un plus grand espace de travail. On paie pour un petit bureau, un grand bureau, un pied carré qui est limité à l'entreprise, mais on vient partager plein d'aires communes qui va faire en sorte qu'on va upgrader notre bureau à moindre coût. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'on va parler des upgrades à moindre coût un peu plus en détail un peu plus tard. Deuxième mythe pour l'instant, c'est mauvais pour la culture d'entreprise. Alors ici, laissez-moi vous laisser admirer ma belle vidéo pendant que je vous explique que le fait de partager un bureau, ça va pas diluer la culture. Ce que ça va faire, c'est que vous allez évoluer en co-culture avec d'autres entreprises qui partagent peut-être vos valeurs. Ça, c'est quelque chose à explorer. Donc, les espaces de coworking sont très différents l'un de l'autre. Donc, chacun a sa culture propre. Donc, venir sur place, rencontrer les gens qui sont là, participer à des événements avant de faire le saut, c'est tout à fait légitime pour voir et essayer de déterminer. Est-ce que c'est vraiment la culture qui reflète votre culture d'entreprise? Est-ce que vous allez être en synergie
avec cette culture-là, ou bien s'il y a un clash, ce qui peut également arriver. Donc, ce sont des choses à considérer. En termes de culture, ce qu'un espace de coworking va faire, s'il y a une gestion de communauté adéquate, comme on appelle, ben, ce qui va arriver, c'est que l'espace de coworking va devenir un amplificateur de votre culture d'entreprise. Donc, grâce à des événements comme le magnifique cours de Zumba qu'on voit ici, avec ça peut être des services supplémentaires, ça peut être des événements de réseautage, ça peut être des célébrations que vous n'aurez plus à gérer ou que vous pourrez peut-être simplement ajouter à votre arsenal d'événements, d'initiatives communautaires et d'initiatives de culture. Donc, si je continue avec mon troisième mythe, le gros mythe du coworking, c'est que c'est une solution provisoire pour les grandes entreprises ou les moyennes entreprises. Donc, on va beaucoup recevoir des appels pour quelqu'un qui va nous dire « Ah, mon bureau est en rénovation ce mois-ci, est-ce que je peux venir chez toi? J'ai 20 employés. » OK, bien sûr, tu peux venir chez moi parce que j'ai de l'espace pour 20 employés avec les bonnes conditions. Mais il faut savoir qu'en moyenne, une entente de coworking, un bail, va être de 12 à 24 mois au coworking. On peut aller jusqu'à 36 mois. On va essayer en général de ne pas dépasser ce chiffre-là, simplement parce qu'on veut laisser à l'entreprise la flexibilité. Donc, c'est pas qu'après 3 ans, ils vont quitter, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est normal de évaluer, réévaluer les conditions et puis les besoins de l'entreprise. Essayer de voir c'est quoi l'espace qui répond mieux aux besoins. Donc, si ça se fait de manière annuelle, avec un renouvellement de bail annuel à 12 mois, eh bien, je pense que c'est une solution qui est gagnante pour les entreprises. Et là, on passe d'un espace fixe avec un bail de 10-15 ans, que je ne vous souhaite pas, à un espace quasiment de caoutchouc, dans le sens que l'espace va prendre la forme, la dimension dont vous avez besoin maintenant. Vous avez subi une grosse croissance, fine, on a des bureaux à l'appel, on peut vous agrandir votre espace. Et puis, si vous, tout à coup, la moitié de votre équipe adore le télétravail, puis décide tout d'un coup de travailler vraiment de la maison, aucun problème. Donc, on y va avec un espace réduit. Alors, les avantages du coworking, il y en a, comme je vous ai dit, beaucoup. Je ne vais pas passer à travers. Si vous voulez, prenez un screenshot. Ça, c'est un document, je pense, qui est disponible également sur nos réseaux sociaux puis notre site web. Vous pouvez aller le voir. Sinon, Cassie, avais-tu à rajouter quelque chose par rapport au mythe du coworking pour les grandes entreprises? Non, je te dirais que c'est assez complet. On est encore, j'ai l'impression, dans une période incertaine. On est encore dans une... honnêtement, il y a plusieurs facteurs qui feraient en sorte qu'en ce moment, ça pourrait être que les grandes entreprises ne décident pas de faire le saut tout de suite. J'ai parlé avec plusieurs dirigeants de grandes entreprises, sont encore aussi en évaluation post-pandémie de qu'est-ce qu'ils vont faire. Le retour au travail se fait de plus en plus fréquent. J'ai l'impression qu'ils sont toujours en analyse, puis on s'entend qu'une grande entreprise, des grandes décisions comme celle-ci doivent être analysées, prendre une décision, ça demande beaucoup plus de temps et de facteurs à considérer que, par exemple, une PME qui peuvent prendre une décision très rapidement. Il y a aussi, je crois, justement, là, que le temps aussi fait en sorte que la situation va évoluer positivement vers l'espace flexible. Tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, on va commencer par une première étude de cas. Alors, surprise, surprise, il s'agit de la Banque Laurentienne. Alors, la Banque Laurentienne, imaginez une banque qui installe une succursale en coworking. Pourquoi il ferait ça? Alors, je fais un peu l'avocat du diable, évidemment.
moi, quand j'ai su que la banque Laurentienne viendrait chez nous, je me suis dit, waouh, on est à Silicon Valley. On est rendu à un autre niveau. On est rendu à un niveau de pensée progressive et de pensée drastique. On voit qu'il y a une situation où on n'a pas peur d'aller envisager toutes les solutions possibles. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, on va embarquer là-dedans. Tout doucement avec Cassie. Cassie, ça, c'était un dossier que toi, tu as travaillé beaucoup. Pour ce client-là, la Banque Laurentienne, l'enjeu, c'était d'abord et avant tout un enjeu de pieds carrés vides et un enjeu de dépenses trop élevées. Alors, ce qui peut être assez utile, c'est que le coworking, comme je vous ai mentionné tantôt, c'est une solution qui est élastique selon les besoins. Alors ici, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on prend les coûts fixes, donc les améliorations locatives, le loyer, les espèces de baux de 10 à 15 ans, puis on le transforme en coûts variables. Est-ce que tu peux m'expliquer le mécanisme de ceci, Cassie? Oui, bien certainement. En fait, une entreprise, que ce soit une grande ou une petite entreprise, ça évolue tellement vite dans le temps. On est en constant changement et on évoluait et on évolue encore dans un modèle de bureau qui est encore trop traditionnel pour les pratiques qui sont tellement changeantes rapidement. Donc, une entreprise qui doit s'engager dans un bail à long terme reste pris avec du pied carré et un aménagement qui a choisi au moment où l'entreprise s'est engagée dans un immeuble. Mais en 5 ans, là, il s'en passe des choses. Là. On a pu le voir dans les dernières années. Il s'en passe tellement que les besoins d'une entreprise sont en constante évolution, autant au niveau de l'environnement physique qu'au niveau des ressources humaines, à plein de niveaux. Donc, je pense que c'est important que l'environnement soit aussi agile, qu'on soit capable de bien s'adapter en fonction de l'évolution de l'entreprise. Fait que dans le fond, quand on dit qu'on transforme des coûts fixes en coûts variables, c'est que dépendamment des besoins actuels de l'entreprise va payer pour ses besoins qu'elle a maintenant. Donc, si par exemple, je vais donner un exemple précis, une grande entreprise ou une petite même entreprise va décider d'engager en masse parce qu'ils développent par exemple, un nouveau logiciel, puis là, qu'ils ont besoin actuellement d'engager 50 employés, puis de les faire travailler en synergie ensemble. Puis c'est un projet, par exemple, de 12-24 mois, bien, ça va être parfait d'aller dans un endroit flexible parce qu'ils vont pouvoir justement répondre, l'environnement va pouvoir répondre à leurs besoins immédiats. Et si cette évolution, si ce projet change en cours de route, bien, on va pouvoir justement peut-être augmenter ou réduire le nombre de postes de travail que l'entreprise a besoin, sans nécessairement, justement, avoir des espaces vacants par la suite. Là, depuis déjà, je vous dirais à peu près 12 mois, là, on se fait approcher par des entreprises qui ont des étages complets, complètement vides, qui sont pris avec des baux de 10-15 ans, qui ont des étages de 10-12 000 pieds carrés complètement vacants parce que ça ne répond plus aux besoins actuels de l'entreprise. Donc ça, c'est de l'argent qui est directement jeté aux poubelles pour les entreprises. Là. Donc, nous, on va vraiment travailler en collaboration avec eux pour optimiser leur dollar investi. Effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le coworking, le bureau flexible, c'est plus avantageux en général que le bureau conventionnel? Ici, vous avez une étude de cas. Donc, c'est une étude de cas que nous avons réalisée auprès d'une entreprise montréalaise. Et je m'excuse pour les chiffres qui sont un peu décalés sur la gauche. Ils correspondent tout simplement aux lignes correspondantes. Donc, une fois qu'on a mis dans la même somme toutes les dépenses connexes qui s'additionnent au loyer, on obtient un coût
par pied carré, il y a un coût par poste de travail qui est quand même assez élevé. Maintenant, si on prend ce total-là, puis on le compare au modèle du coworking, ce qui se passe, c'est que dans le coworking, on ne va jamais parler de pieds carrés qui vous appartiennent à vous. On va toujours parler de poste de travail. Et puis, évidemment, de la modalité de ce poste. Est-ce que c'est un poste en air ouverte? Est-ce que c'est un poste fermé, confidentiel? Donc, un bureau fermé, privé. Et là, ce qu'on obtient, c'est que par poste de travail, en moyenne, on a un total qui est quasiment à 50% plus bas que le bureau traditionnel. Comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est que quand une entreprise vient en coworking, il paye pour le bureau occupé et non pas pour les aires communes. Alors là, dans ce total-là, vous n'avez pas le coût du couloir, des toilettes, de la cuisine, de la salle de conférence, parce que la salle de conférence, elle est aussi partagée. Il y a des façons de s'entendre pour que ça soit un petit peu plus adapté à vos besoins si nécessaire, mais en général, les gens vont avoir des crédits en salle de conférence, ils vont les booker de façon autonome et en profiter selon les besoins. Oh, attention, retour de son. Alors, Cassie, est-ce que tu pourrais désactiver ton son pour un instant? Ah, elle est partie de part. Je vais aller, désolée, un instant. Ah, c'est parti. Merci. Merci de votre patience. Désolée. Petit enjeu technique. Cassie, ah, je pense qu'elle est partie. Ce qu'on voudrait aussi signifier, c'est que la Banque Laurentienne n'aura pas été la première institution financière à adopter et à penser au bureau flexible. C'est quelque chose qui est présent ailleurs dans le monde, mais imaginez, moi, j'arrive toujours pas à le croire, mais imaginez une institution financière de renommée nationale qui s'installe dans un coworking. Imaginez un bureau de notaire renommé, une entreprise plus traditionnelle, peut-être un bureau d'avocat de renommée internationale. Est-ce que c'est le genre d'entreprise que vous voyez en coworking? Et peut-être que la réponse est non. Et pourtant, ça marche. Alors, Cassie, parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi l'histoire? Si je peux ajouter à ta dernière slide. Bien sûr. Tu sais, si on prend un pas de recul, là, ça fait totalement du sens. Là, parce que les entreprises qui sont plus conventionnelles, on va parler des banques. Là, on parlait des très grands cabinets en services professionnels. Ces entreprises-là, même s'ils sont publics comme une banque, par exemple, ont tout intérêt à être près de leur PME, d'être près de leurs entreprises, parce que dans le fond, c'est leurs clients. Puis, ils sont directement à tous les jours, ils vont côtoyer ces entreprises-là, puis ils vont connaître le marché, ils vont être encore mieux placés pour bien connaître justement qu'est-ce que les PME ou les entreprises de la région, de la ville ont besoin. Donc, ils vont évoluer directement à même leur clientèle. Donc, moi, je trouve que ça fait totalement du sens. T'sais. On est un écosystème. On va parler, mais, par exemple, du Québec. On est un écosystème entrepreneurial, mais là, on est capable d'aller dans des petits écosystèmes entrepreneuriaux qui est un coworking, par exemple. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique, même si on n'est peut-être pas encore rendu là. Je trouve que ça prend tout son sens. Parfait. Alors, comment est-ce que la Banque Laurentienne est arrivée à ouvrir une succursale dans un coworking sur la Rive-Nord? Bien, si je vais vous donner juste pour ceux qui ne connaissent pas, là, qui connaissent peu l'évolution de la Banque Laurentienne, on en entend beaucoup parler dans les médias récemment.
Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2016, la Banque Laurentienne a décidé il y avait un projet qu'ils ont mis en place pour vraiment développer l'aspect des services numériques et de fermer plusieurs succursales. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient plus besoin nécessairement d'aller dans un comptoir d'accueil. Tout pouvait se faire par rendez-vous. Tout peut se faire à distance également. Donc, de pouvoir rencontrer tous leurs conseillers financiers directement sur rendez-vous. Il y avait 148 succursales. Maintenant, on peut en compter 57. Ils ont également réduit de 50% leur espace de bureau dans le but d'être plus efficient et d'être plus lean, si on veut, comme entreprise. Donc, eux, d'aller vers un espace de coworking, ça va directement en lien avec leur projection et leur objectif actuel. Donc, si vous pouvez le remarquer dans vos régions, on pouvait en voir quasiment à tous les coins de rue des banques laurentiennes. Donc, vous pouvez voir là, au fil des ans, on en voit de moins en moins. Si je vous donne un exemple, à Terrebonne, qui est près de notre espace coworking de Mascouche, il y avait il y avait quand même une très grande succursale qui était très peu utilisée. Donc, c'était beaucoup de pieds carrés qui étaient très, très peu utilisés. Et de plus en plus, les gens avaient des rencontres à distance avec leurs conseillers. Et comme il n'y avait plus d'accueil, ce que j'en ai compris, c'est que la dynamique, puis la dynamique d'une succursale, elle avait était moins axée sur le service à la clientèle. Pas moins axée sur le service à la clientèle, mais dans le sens que les gens y allaient juste pour aller dans un bureau, voir leur conseiller. Donc, il n'y avait plus l'aspect, de comptoir comme dans le temps où on voyait. Donc, ce que le vice-président me disait également, c'est que ils veulent aller vers l'innovation, vers les nouvelles pratiques. Ils veulent évoluer. Une banque, une institution financière, ça évolue, ça reste dans des pratiques plus traditionnelles. Mais eux, leur intention, c'était vraiment d'aller vers un modèle plus innovant, puis de justement faire affaire avec une entreprise locale, une entreprise du Québec pour leur futur bureau. Parfait. Alors, si on continue, c'est ce que tu viens de dire. Oui, désolée. Non, mais c'est correct. En fait, je voulais un peu, l'autre slide, c'était plus pour expliquer le contexte de leur transition. Donc, oui, il y a une optimisation des coûts. Fait que ça, c'est vraiment le mot d'ordre qui semble avoir été mis depuis déjà plusieurs années. Là, on peut voir depuis 2016. Puis aussi, selon ce que j'ai entendu, selon nos discussions, il était fier également d'aller vers une entreprise qui est dirigée par une femme, leur présidente étant elle-même une femme. Donc, pour eux, ça fait partie ça semblait être un point qui semblait être positif pour eux, là. Donc, également, c'est que actuellement, eux, ils ont pris 3 bureaux à notre coworking, mais ils sont à peu près une dizaine, même une douzaine de conseillers qui vont se partager les 3 bureaux. Comme la majorité de leurs rencontres se font de façon virtuelle, ils voulaient quand même avoir un pied à terre pour justement les gens qui veulent venir voir leurs conseillers en présentiel. Donc, ici, on peut voir là, sur la photo, je suis accompagnée de Denis Ouellette, le vice-président de la Banque Laurentienne au Québec. Ils ont vraiment mis à leur image leur bureau. Donc, ils ont fait rentrer leur équipe marketing et ils ont fait installer des belles murales, des tablettes. Donc, on voit vraiment là, tout le branding de la Banque Laurentienne dans leurs espaces de bureau. Donc, chaque bureau, dans le fond, il y a 3 conseillers à la fois qui peuvent y aller. Donc, ils vont vers un modèle de réservation à l'interne qui leur permet d'avoir accès à un bureau. Mais également, on peut voir les conseillers, ils font, ça fait depuis septembre qu'ils sont avec nous. Ils s'intègrent également dans notre communauté d'affaires. Ils participent à nos activités, donc sont bien engagés. Donc, pour la banque aussi, c'est de créer, de créer pour
pour leurs employés, une belle synergie d'équipe, mais aussi d'avoir du plaisir au travail avec nous. Effectivement. Donc, je trouve que c'est vraiment extraordinaire qu'une succursale de banque puisse créer une synergie et en termes de co-culture que j'ai mentionné tantôt, avec un espace de coworking, alors qu'on a vraiment des idées préconçues sur le coworking comme étant vraiment très progressif et très hype, disons ça comme ça, et puis une banque qui serait plus traditionnelle et, disons, ancrée dans des pratiques très traditionnelles. Et ici, on a vraiment un point de rencontre qui, en fait, qui dément ces mythes et puis ces préconceptions. C'est bon pour toi, Cassie? Oui. Merci. Alors, écoutez, on va passer rapidement. Il nous reste une quinzaine de minutes. J'imagine que vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vais vous inviter à aller écrire dans le chat ou bien dans la fonction des questions sur le côté de la page. Avant de les prendre, je vais parcourir l'étude de cas de Parallèle. Alors, Parallèle, c'est un nom fictif et il va falloir nous pardonner. Simplement, cette multinationale américaine nous a demandé de ne pas mentionner leur nom. Alors, j'ai simplement pris un nom fictif. C'est une entreprise de plusieurs centaines d'employés basés aux États-Unis et qui ont, pour la petite histoire, donc que je vais mentionner tantôt, la petite histoire, cette multinationale a racheté une entreprise québécoise basée à Repentigny. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on est en 2018-2019, on rachète une entreprise avec une trentaine d'employés basée à Repentigny, et puis la COVID arrive. Qu'est-ce qui arrive, Cassie? Ah, je pense que Cassie est parti, mais vous le savez, qu'est-ce qui arrive? C'est que la succursale va fermer. Les gens tombent en télétravail. Il s'agit d'une entreprise en TI. Ce sont des gens qui sont bien équipés pour travailler à la maison, ils sont bien installés, ils sont heureux en théorie. Mais assez rapidement, l'entreprise dit, nous aux États-Unis, on a des bureaux, alors au Québec, ce serait le fun d'avoir des bureaux aussi. C'est bon pour la culture d'entreprise, c'est bon pour tout simplement la synergie des employés. Et puis, il y a quand même des employés qui demandent un espace de travail. Certaines personnes sont très adaptées au télétravail. Donc, un profil TI peut être un peu plus introverti, ancré dans son quotidien à la maison, bien installé, un gros fauteuil de gamer, 3 écrans juste en face de toi, ça marche bien. Mais pour d'autres profils, il faut socialiser. Il y a parmi des travailleurs qui étaient là en télétravail obligatoire, il y avait une demande de sortir de la maison, de se rassembler, de travailler ailleurs qu'à la maison. Parfois, 2 conjoints en télétravail simultanément, ça marche aussi moyennement bien. Donc ici, c'était ça le problème en 2021. Et qu'est-ce que l'entreprise américaine s'est dit? Ils se sont dit, on va les mettre dans un bureau flexible, on connaît ça. Mais c'est quoi les bureaux flexibles connus aux États-Unis? C'est les gros joueurs. Les gros joueurs au Québec, ils sont installés où? Au centre-ville. Alors, ils vont signer un magnifique bail dans un superbe espace au centre-ville, mais les employés sont à Repentigny. Je vous laisse évaluer la situation. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, les bureaux sont sous-utilisés, ils sont quand même, c'est une dépense, mais ils sont sous-utilisés, sous-exploités et le potentiel, et surtout la demande, n'est pas acquise du tout. Alors ici, il s'agit d'une solution RH qu'on recherche, tout simplement parce qu'il y a une volonté autant de l'employeur de rassembler les employés dans un espace autre que la maison et autre que le télétravail. Et puis, il y a une volonté des employés de sortir. Ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils appellent un agent immobilier et ils lui disent « Trouve-nous un espace de travail partagé proche de Repentigny. » Ça a pas mal l'air de notre profil à Mascouche.
Donc, de C2B Coworking Mascouche a la fierté puis l'honneur d'accueillir 25 postes de travail de cette entreprise depuis cet été, ils se sont pris des grands bureaux privés. C'est comme si c'était des aires ouvertes privées, aménagées à leur goût. Évidemment, les gens viennent et vont comme ils veulent. C'est accessible 24 heures sur 24. Et nous, on gère tout. Donc ici, les conditions de réussite de ce client-là, comme pour la Banque Laurentienne, c'est que les bureaux sont privés et sécurisés, qu'ils sont aménagés à leur goût. C'est important de personnaliser le bureau. Et puis, évidemment, c'est l'accès aux aires communes. Quand ce client-là a, donc les gestionnaires aux États-Unis ont choisi de prendre un espace haut de gamme au centre-ville de Montréal, ils se sont dit, ah, c'est des beaux bureaux, il y a plein de choses autour, il y a des gyms, il y a des bistrots, on peut sortir. Ben, ils voulaient quelque chose de similaire, même si on va décentraliser, puis on va se mettre à Repentigny. Alors, on va aller taper sur le clou des aires communes, des aires ouvertes, de la cuisine, du lounge. On va aller investir dans un projet de bistrot, de gym, dans des activités communautaires. Et tout ça, ça va apporter une valeur ajoutée. Et comme je vous ai dit, comme pour les autres clients qu'on a mentionnés, ça va amplifier la culture. Et là, on va se retrouver dans une situation de co-culture où, bien sûr, l'entreprise multinationale américaine va avoir, eux aussi, leurs événements d'équipe, et c'est correct. Là, c'est vraiment l'ensemble des employés qui sont situés à Montréal qui vont se rassembler, parfois sur place ici au coworking ou parfois ailleurs, et c'est correct. Mais surtout, au quotidien, les employés qui sont là, ben, ils vont bénéficier, profiter du potentiel des espaces qui sont là. Si je peux ajouter, Olga, aussi, bien sûr. Je pense que dans la prise de décision, c'est sûr qu'un bureau, par exemple, à Mascouche, est moins central, entre guillemets, pour une équipe qui a des employés, par exemple, à Laval ou sur la Rive-Sud ou ailleurs au Québec. Mais je pense que dans une prise de décision comme ça, le fait d'être à sens inverse du trafic est très, très, très important dans la prise de décision parce que je vais vous donner un exemple. Un employé qui part de Montréal ou de Laval qui va venir vers Mascouche va être beaucoup moins laborieux qu'à l'inverse. Donc, un employé qui va partir de Repentigny, même pour aller à Laval, là, ça peut prendre 1 heure et demie. Là. Donc, de naviguer à sens inverse du trafic a un impact vraiment important parce que les déplacements sont aussi, et si c'est pas pire qu'avant la pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui, suite au télétravail, ont décidé de migrer vers des banlieues. Mais là, le travail oblige un retour directement en présentiel. Donc, on vient vraiment congestionner les routes. Donc, ça, je pense que pour l'entreprise qu'Olga vous parle actuellement, ben ça fait partie également de la prise de décision parce que l'accès au bureau se fait très facilement. Puis c'est sûr que d'avoir accès à du transport en commun qui va être encore plus, je dirais qu'en banlieue, c'est peut-être un limitant actuellement, là, le transport en commun qui n'est pas encore assez fonctionnel, mais juste le fait, justement, de naviguer à sens inverse du trafic peut avoir un impact majeur sur la prise de décision. Effectivement, je pense que la morale ici, c'est si vous avez une équipe qui est décentralisée puis il y a un besoin d'aller chercher une alternative, c'est mieux de regarder peut-être un peu plus loin que les gens fassent l'aller-retour dans le sens inverse du trafic que d'essayer de tout centraliser à Montréal, centre-ville, comme c'est la tradition depuis longtemps. On s'entend, le centre-ville est dynamique, il y a plein de choses à faire, c'est le fun, mais le voyagement, le navettage peut devenir un enjeu et même compromettre l'initiative de ramener les employés au bureau. Clairement. Donc, ce qui fonctionne également, dernier élément, en plus des bureaux, des aires communes, c'est le fait d'avoir accès à des salles de conférence modulables. Donc, tout simplement,
le fait d'avoir des équipes qui vont faire des petites rencontres ou des très grandes rencontres jusqu'à la grande rencontre annuelle avec des employés qui vont venir des États-Unis, de l'Ontario, même de l'ensemble du Canada, qui vont se réunir dans un espace à 30, 50, 100 employés ensemble. Ça, c'est des critères qui peuvent faire vraiment le bonheur de l'équipe parce que eux, ben, ils se retrouvent encore dans un espace haut de gamme et un espace qu'ils se sont appropriés. Donc, c'est pas comme si on louait une salle ailleurs, loin, mais on est encore chez soi et ça peut devenir très pratique. Ce qui fonctionne beaucoup pour cette équipe-là, c'est une équipe de TI. C'est une équipe qui est majoritairement masculine. Je dirais âge moyen, 40-45 ans. Eux, ils sont très, très bien forts sur la culture d'entreprise qu'on a. Donc, la culture, la co-culture en coworking. Donc, ça va être des 5 à 7 hebdomadaires. Ça va être le concours de Rice Krispies hebdomadaire. Ça, on ne savait pas que ça allait pogner autant, mais apparemment, oui, ça marche. Et puis, le club de course 2 fois semaine, ça marche aussi. Ou bien des petites initiatives ponctuelles très pratiques, comme simplement avoir un mécanicien qui vient changer les pneus 2 fois par année directement dans l'espace de travail. Donc ça, ce sont toutes des initiatives que vous, dans vos grandes équipes, vous avez sûrement déjà mis en place. Mais quand on décentralise, quand on s'en va en bureau satellite, quand on donne un service, un bureau de proximité, ça ne veut pas dire qu'il faut perdre ces avantages-là, mais non, il faut essayer de rechercher une configuration qui fonctionne et qui vraiment offre des petits bonus comme ça par-dessus qui peuvent vraiment favoriser l'engagement puis faire la différence. Je pense que c'est important aussi de mentionner que c'est pas la table de baby-foot qu'on essaie de critiquer un peu sur LinkedIn en disant « Ah, j'ai une table de baby-foot, donc je suis une entreprise progressive. » Ici, c'est vraiment la persistance et le fait d'avoir la récurrence de ces initiatives-là qui fait la différence. C'est le fait d'avoir quelque chose continuellement et d'être continuellement à la recherche de comment on peut rendre ces employés-là heureux. Et ça, c'est une question que nous, en équipe, on se pose pas mal toutes les semaines. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment c'est ça la clé de cette synergie-là entre le coworking et la grosse entreprise. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à les poser je vois que là, je viens de rouvrir le clavardage. Bonjour, Odile. Merci de me saluer. Tu m'as salué au début de l'heure. Je peux quasiment te dire au revoir. Mais merci, Cassie, d'avoir été là avec moi. Ça fait plaisir. Merci, Olga, d'avoir animé ce beau dîner sur les mythes et la grande entreprise, leur place dans les espaces coworking. Je pense qu'on pourra en reparler dans 3 ans. J'aimerais bien ça, voir on est rendu où. On pourra réécouter notre conférence puis voir l'évolution du marché. Je suis certaine qu'on va être agréablement surprise. Effectivement. Je vous invite à vous joindre je pense, à 19h ou 19h30. Aujourd'hui, il y a une initiative de Maître Mongeau sur TikTok. Donc, sur le canal TikTok, c'est une avocate qui va répondre à vos questions légales sur les enjeux du télétravail. Également, il y a des événements, comme j'ai mentionné au début de la rencontre, à 8h30 à tous les matins, ainsi qu'à midi. Donc, pour nous, c'était un honneur de vous accueillir aujourd'hui. On va se revoir avec Cassie avec une caméra mercredi matin, donc pour une session sur la santé mentale et physique pour le télétravail. Merci d'avoir réfléchi au télétravail avec nous, les solutions du télétravail, en fait, les alternatives peut-être au travail à la maison pour les grandes entreprises. J'espère que ça a été une réflexion qui était constructive pour vous. J'ai hâte d'avoir du feedback. Vous pouvez nous écrire. Nous avons des kiosques qui sont également affichés sur la plateforme de la semaine du télétravail et ça nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles par rapport à ça.
Donc, je vais vous remercier et nous allons maintenant mettre un terme à la session. Merci à tous et n'hésitez pas à venir nous rencontrer à nos espaces. Merci. Bonne journée. Au revoir.